Aurélie Primevère Fantôme. Poétesse, performeuse et marionnettiste, Primevère Fantôme est son premier livre, sous forme d'une invitation à la mutation en 5 phases. La langue de l'enfance se déploie avec une délicatesse folle à la recherche de cette zone d'équilibre où monde humain et végétal communient pour faire des arcs-en-ciel avec les armatures de la mort. La relation des écosystèmes meurtris devient alors une féerie sensuelle et fluide. Aurélie cultive l'enchantement pour lutter contre les formes de la violence. Une voix a chuchoté. C'est un conflit ? Oui, ai-je répondu. À l'intérieur de toi ? Oui, jusque dans les vaisseaux sanguins. Les vaisseaux sanguins ? Oui, les vaisseaux, les artères, tout ce qui sert à transporter le liquide. Je vois. S'agit-il d'une guerre dans tes artères ? Oui, ce sont les branches, comme une guerre dans les arbres, peut-être dans la jungle. Cela perturbe la circulation de ton sang ? Oui, c'est pour cela que je voulais inventer une nouvelle histoire, pour me fluidifier le sang. Penses-tu que l'imagination puisse te guérir ? Je pense que oui. Principe actif. Dans les champs, là où l'on trouve des fleurs, là où le drame et la douceur s'imbriquent, c'est la guerre. Et quelque part en moi, c'est la guerre. Je suis un chevalier dans une prairie. Je ne sais pas si c'est la guerre, je ne sais pas si la guerre durera toujours. Je la scrute, de très près. Je la regarde agir en silence. Entre les jonquilles sauvages des prairies de Haute-Loire, dans les petites touffes de campanules violettes des villages du Finistère, dans la souveraineté des narcisses de la vallée de Pelvoux, la guerre est en germe. Jonquilles, violettes, bourraches, roses, sureaux, jasmin, prime-vert, lilas, marguerite, bleuet, lavande, asphodèle, coquelicot, camomille, muguet, narcisse, mirage. Mon cerveau savoure vos noms comme dernière nourriture. Peu importe le déluge, je vous aimerai toujours. C'est la seule solution. Quels que soient vos états de matière, que vous soyez majestueuse, fragile, déchiquetée, transformée, absente, invisible ou disparue pour de bon, je vous aimerai. Dans ma poitrine, le mugissement de l'écocide mature aux côtés d'une tendresse sans virgule. La succession des deuils en forme de papillon m'a appris à tout accepter. Je ne fais plus de distinction entre la vie, la mort et la dégradation, entre ce qui apparaît et ce qui disparaît. Où est la limite ? Sommes-nous dedans ? Dans le creux de la limite ? Sommes-nous dessus, corps tendu comme celui d'une funambule ? Ou bien peut-être sommes-nous déjà de l'autre côté, dans l'inconscience la plus brute et paradoxalement la lucidité la plus violente. Irrattrapable. Non, a chuchoté la voix. Rien n'est impossible. Nous tombions amoureuses. Nous ne savions pas comment cela était encore possible. Étrangement, nos hormones étaient toujours actives, nos désirs aussi. Le pollen circulait chaque printemps dans les campagnes. Moins de pollen, mais du pollen toujours.
nous réalisions que les liens qui unissaient l'imaginaire et la réalité étaient bien plus solides que ce qu'on avait voulu nous faire croire. J'ai alors commencé à faire des recherches sur la ramification des végétaux et la façon dont se développent les rêves dans le cerveau. Il y avait des correspondances qui ressemblaient à des poèmes. Je me suis mise à creuser dans ces poèmes avec la force qu'ont celles et ceux qui creusent des puits. Dans la glaise, je voulais trouver quelque chose, pas de l'eau. Je n'avais pas envie de boire de l'eau, mais de la sève, du sang frais, celui de la guerre qui montait. Je voulais boire à même les troncs et les tiges, me nourrir des condamnés. Je voulais être celles et ceux, devenir celles et ceux pour les perpétuer, pour ne pas qu'ils disparaissent. Je voulais m'emplir de leur sève. Cette entreprise a réveillé en moi une flamme vive, accompagnée d'un déséquilibre circulaire. J'ai eu le vertige du futur. Comment engager une telle transformation? Se transformer, est-ce vraiment la solution? Est-ce vraiment possible? Jusqu'où peut aller le rêve? De quoi est-il capable? Quelle formule? Je me suis mise à la recherche des principes actifs du langage pour comprendre comment ils agissaient sur mon propre corps. Mais aucun des poèmes que j'écrivais ne parvenait à me transformer complètement. Tous voulaient dominer le monde. Je me suis tapie dans l'ombre. Je n'ai plus rien écrit. Puis un matin d'avril, quelques années plus tard, un sursaut m'a renvoyé à la prairie. C'est à genoux devant des buissons d'aubépines, après m'être vautré dans les orties, que j'ai compris. Il fallait que ça pique. Il fallait déchirer le langage, ouvrir sa peau. Mon travail devint anatomique. C'est ce matin-là que je suis devenue chirurgienne. Il fallait transformer les organes de la langue pour que les poèmes transmettent le désir et l'énergie vitale, qu'ils puissent digérer, respirer, se ramifier, se battre. Je voulais toutes et toutes nous voir devenir des fleurs. Je rêvais que des papillons pissant des alphabets de lumière s'envolent de nos bouches. J'étais pour la mutation définitive. Pour que l'opération fonctionne, il fallait des poèmes qui puissent donner le courage de la métamorphose. Les fleurs m'ont appris à dire mon corps qui n'avait jusqu'ici pas trouvé de famille adéquate. Non pas que je m'identifie aux fleurs, mais plutôt que leurs mouvements se rapprochent de mon langage et de la façon dont fonctionne mon esprit. C'est l'observation lente, fougueuse et répétée de certaines plantes qui m'a permis de me construire une identité. Les fleurs m'ont donné la parole. C'est quelque chose qui se comprend quand on mène une bataille, et pourtant, c'est tellement doux. Je me suis demandé quel lien pourrait se tisser entre la guerre et la fertilité. Il fallait inventer des créatures qui réussiraient à se développer dans le désastre. Je me suis tournée vers le monde végétal. Qu'est-ce que ça fait, un humain et une fleur qui font l'amour? À quelle vitesse le sang se déplace dans les rosiers? Et le suc dans ta colonne vertébrale? Et la magie, qu'est-ce que c'est? Pourquoi y a-t-il des arbres fruitiers dans ma tête? Pourquoi, quand je prononce les mots prunus, citron, grenadier ou même pâquerette, quelque chose dans mon corps se transforme en miracle? Que se passe-t-il? Et si c'était dans la réécriture de l'étreinte que se trouvait l'antidote? Là où l'altérité se mélange à l'inexplicable, dans la chair et dans les fibres. Je crois que c'est ici que tout a commencé.
Il y a quelque chose de plus grand que ça qui se déploie entre la plante et l'humain. Qu'est-ce qui relie la vie végétale et l'acte de langage? L'enfant qui bégait n'habite-t-il pas dans une fleur de tournesol? Et le petit garçon qui crie « Des fleurs! Des fleurs !» dans les bras de son papa en passant devant le bosquet. Pourquoi crie-t-il? Parce que les fleurs sont magiques, parce que ça le dépasse. Le cri vient de là, de ce qui semble plus grand que nous, ce qui est tellement grand que ça nous ouvre le cerveau en deux. C'est le début de la ramification de soi. La magie commence ici. C'est incroyable, les fleurs. Le matin, elles s'ouvrent et le soir, elles se ferment. Et puis l'odeur, celle du lilas, de la menthe, du jasmin et de la mélisse. On ne demande rien, on n'a rien demandé, et c'est là, ça existe. Ça attrape en même temps le nez et le cœur, la pensée et les jambes, ça rassemble les membres, ça rend compact et aéré en même temps. On réalise qu'on est une machine dynamique, nos sens sont les huiles des engrenages, on se sent légère et pourtant on ne s'envole pas. Les pieds s'accrochent à la terre comme des petites ventouses. On est une animale à la pensée fluide. Un monde s'est reconstruit. Peut-être est-il envisageable d'inventer des êtres surnaturels qui portent en elles du Jingo et du phénix. L'un resserre les pores de ses feuilles pour se protéger de la pollution. L'autre renaît de ses propres cendres. J'entre ici en tremblant, dans l'oraison des fleurs. J'entre tout doucement, comme un fantôme, en chuchotant. Faites de la magie. Faites de la magie.